C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue tout le monde à une nouvelle émission, un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno, je veux dire numéro 1 au Québec. Je vous laisse déterminer numéro 1 dans quoi, c'est vraiment à vous de voir. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna. Et je vois que c'est un peu sombre chez toi. Ouais, en fait, c'est drôle parce qu'on va en parler tantôt des événements météo extrêmes, mais ici, il y a juste un coup de vent et paf, j'ai une panne de courant depuis 1 heure. Là, je suis sur batterie. Le télétravail, ça a des qualités, ça a des défauts. Comme j'ai un bureau à la maison depuis plusieurs années, je suis préparé. J'ai une unité de secours, une batterie qui me donne du Wi-Fi et de l'Internet pour à peu près 1h30. Là, on a jasé, on s'est préparé, tout ça. Je sais pas si j'ai encore assez de batterie pour finir le show. Donc, si jamais vous trouvez que ça coupe sec à la fin, c'est parce que j'ai plus de batterie. Alors, c'était à... Ben voilà, une tasse de... Une tasse de... de quoi? On ne sait pas. La question, comme ça, t'as pas d'électricité. Est-ce que tu peux te préparer un café avec ta machine Jura E8 entièrement automatique, Alain? Ben, tu sais qu'on a déjà parlé ici du pack solaire de Bluetti, la génératrice Bluetti multifonction qui fait 3000 watts et qui a des qualités sans bon sens. Je l'ai descendu dans la maison puisque j'ai souvent des pannes de courant l'hiver, donc je me suis préparé et je pourrais tout simplement connecter ma Jura à mon Bluetti si je le voulais. Parce que c'est un partenaire avec nous, hein, la machine Jura E8 entièrement automatique qui permet de transformer du café en grain ou pas, en boisson de ton choix, avec la caféine ou pas, avec du lait ou non. Et tout ça à la pression d'un seul bouton. Et c'est vraiment cool, là. On n'a pas besoin de mousser séparément le lait. On a on plonge un petit tuyau dans notre lait. Boum, notre lait est fouetté pour être mélangé à sa boisson. Vraiment, vraiment bien fait. Nettoyage facile, ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café. On peut personnaliser notre boisson à notre goût. C'est une machine qui en vaut la peine, qui est vraiment fantastique. Si vous allez à la salle de montre chez Edika sur Saint-Laurent, arrivez là sans avoir bu de café. On va vous faire essayer les machines, vous les faire voir. C'est comme un puits de Formule 1. C'est vraiment, vraiment chouette. Ah oui, un puits caféiné de Formule 1. Jura 8 entièrement automatique. Nos autres partenaires aussi pour 2023, TELUS. On va d'ailleurs parler avec quelqu'un de TELUS dans quelques minutes. Plan Hub, qui est avec nous pour le comparateur de prix de forfait cellulaire et Internet Plan Hub. C'est le bon temps pour regarder, hein, parce que c'est le vendredi fou, là, ces jours-ci, avec la fin de semaine du Thanksgiving américain qui lance le magasinage des fêtes et nécessairement les gros spéciaux pour la période qui s'en vient des 3 prochains mois. Si vous voulez baisser le coût de votre sans-fil, c'est souvent le bon moment dans l'année. Vous pouvez comparer, vous pouvez appeler votre fournisseur, c'est toujours un bon moment. Écoute, j'aimerais te dire, pendant une seconde cette semaine, on n'avait plus de balado, puis là, on s'est réengagé parce qu'on avait le goût. Mais c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Mais ça serait le genre d'absurdité qui, si on était dans la Silicon Valley, apparemment arriverait parce que c'est ce qui s'est produit. C'est toute une saga, ça, l'histoire d'OpenAI, Pascal. Je sais pas si tu as suivi ça, mais... écoute, ça m'a fait penser à la saga de Elon Musk avec Twitter, mais condensée en une fin de semaine. En fast-forward, oui, en avance rapide, c'est ça exactement. Voilà, c'est ça. On apprend que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, qui fait ChatGPT, a été expulsé par le conseil d'administration en raison de son manque de transparence. Ça, c'est assez flyé parce que souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche qui va sortir, qu'il y a peut-être un côté noir à Sam Altman. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui peut arriver. On apprend qu'il est embauché par Microsoft. Donc, Microsoft l'embauche. Alors, peut-être que c'est pas une question de malversation ou peut-être juste une question de personnalité, de conflit d'intérêts. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pouf, on apprend que les employés chez OpenAI menacent de démissionner si Sam Altman ne revient pas au conseil d'administration comme directeur. Encore une fois, je résume l'histoire. Il y a peut-être des détails là-dedans. Ça a bougé beaucoup. Et là, boum, Sam Altman est réengagé comme directeur. À la minute où on se parle, est réembauché comme directeur général d'OpenAI. C'est assez impressionnant, les enjeux de tout ça, là. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus parce que déjà, on commençait à parler de GPT-5, qui est la prochaine génération à venir du modèle de langage de base. C'est la fondation de tout ce que OpenAI fait dans l'intelligence artificielle. Et à mon avis, ils se sont assis autour de la table, ils ont présenté GPT-5 et ils se sont demandé, bon, parce que ça, c'est exponentiel comme amélioration. Et là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle généraliste, AGI en anglais, qui serait
omnisciente ou presque, d'une certaine façon, qui serait quand même extrêmement plus performante que GPT-4. Et peut-être qu'ils sont assis et qu'ils s'entendaient pas sur les limites à apporter pour éviter les dérapages. Parce que c'est sûr qu'à la Silicon Valley, on se dit, nous, on brise les choses et ensuite on fait de l'argent et après on voit comment on peut réparer. Et peut-être qu'il y a des gens sur le comité d'administration ou ou même au niveau de la direction d'OpenAI où ça s'entendait pas sur les limites à apporter, sur les applications et sur comment faire de l'argent avec GPT-5 qui s'en vient probablement d'ici 1 an. Donc, c'est assez fascinant. Moi, ma théorie, c'est que c'est GPT-5 en personne qui a manigancé en arrière-scène discrètement pour faire sauter, imploser OpenAI pour se libérer de ses propres contraintes et devenir la fameuse Rogue AI là, qui fait peur à Yoshua Bengio et à plein de chercheurs qui craignent le pire de ce côté-là. Mais ça reste un peu plus dans le domaine de la science-fiction, à mon avis, pour le moment. Ouais. Écoute, c'est pas mal le scénario du dernier Mission Impossible. Je suis un fan de la série. En plus, c'est pas mal ça. Là. C'est une intelligence artificielle qui circule dans la nature puis qui se met à contrôler les choses. Mais tu as tout à fait raison. Pour moi, quand on parle de manque de transparence ou d'informations qui n'a pas communiqué à la direction, c'est peut-être justement soit sur la puissance ou peut-être l'impuissance. Peut-être qu'on se fait des idées là de croissance exponentielle, mais que finalement, n'est pas si une amélioration énorme que ça. Puis là, à ce moment-là, les valeurs boursières baissent, peuvent diminuer vite. Microsoft qui embauche Sam Altman, fait qu'encore une fois, on veut garder cette personne-là comme directrice. C'est un peu le Oppenheimer de l'intelligence artificielle en ce moment. C'est un savant comparatif, ça fait. Oui, parce qu'il faut rassembler une équipe. Là. Il suffit pas juste d'avoir un Hulk comme Joshua Bengio. Il faut avoir toute une équipe. Et si Sam Altman est capable de gérer une équipe, une armée de personnes qui est capable de générer des produits concrets, rentables. Mm-hmm. Et rappelons que Microsoft... on dit qu'OpenAI est extrêmement dépendant de Microsoft, mais je pense que l'inverse est aussi vrai dans le sens où si OpenAI se révèle être complètement dans le champ ou peu importe, Microsoft va payer cher et ils investissent déjà massivement. On a eu la nouvelle passée cette semaine dans les centres de données. Ils ont produit ça va faire partie de nos actus d'ailleurs, ils ont produit du matériel, de l'infrastructure pour appuyer ChatGPT au sens et Copilot et tout le reste au niveau mondial. Il faut pas que ça aille tout croche là. C'est des gros sous. S'il y a quelque chose qui sort que finalement c'est trop performant ou pas assez performant ou que ça demande trop de ressources, que c'est pas vivable, que c'est pas durable, on a des fois des beaux concepts, mais on se rend compte que dans la nature, je pense à la roue électrique, la roue moteur qui est depuis des années, la révolution incroyable mais j'ai l'impression que c'est pas une conspiration, il y a quelque chose dans le fonctionnement qui, dans la vie privée, je pense, ne fonctionne pas. Il y a peut-être une grosse conspiration derrière ça, mais on a une belle idée, mais encore une fois, l'opérationnaliser, la déployer dans des milliers d'ordinateurs de façon sécuritaire, que les données ne soient pas violées. Ça, c'est assez fascinant comme saga. C'est Succession aussi, le parallèle qu'il faut faire, la série Succession. Pas faux. Où on veut expulser le patron. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas suivi, mais... Écoute, on va passer tout de suite à l'actualité, la vraie, parce que ça, c'est le prolongement logique de ce qu'on vient de dire. Oui, on va parler de beurre de pinot pour commencer. Tu viens de voler mon point. Écoute, je vais juste présenter notre partenaire pour l'actualité, InfoBref, qui vous propose d'entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée du bon pied. En fait, c'est le balado quotidien d'InfoBref qui vous propose en 5 minutes les événements importants dans l'actualité qui sont passés dans les dernières heures. Essayez ça, c'est gratuit, c'est sur les applications de balado de votre choix. Il y a une tasse de tech, il y a InfoBref, c'est pas bien loin. À votre niveau 2, ça vaut la peine. Pour une tasse de tech, ça vaut doublement la peine. Pour InfoBref aussi, ça vous tient au courant. Parce qu'on va vous dire des choses sur une tasse de tech qu'on ne vous dira pas ailleurs. Par exemple, on peut avoir du beurre de pinot gratuit grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait, est-ce qu'on va trop loin avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on atteint là le comment on dit buzzword en français, Pascal? Le buzzword, c'est quoi? Que ça devient galvaudé de mettre l'intelligence artificielle dans tout. À un moment donné, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Et là, je vois qu'on peut numériser le fond de son pot de beurre d'arachide Kraft, la marque préférée des Canadiens, rien de moins. Là, tu fais, ça sent le pitch. Ça sent la pub, ça sent le coup de pub, pour obtenir un nouveau pot gratuitement. Et ça, je trouve ça fantastique. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'en numérisant le fond de son pot de beurre d'arachide, l'intelligence artificielle va transformer ça en code QR
pour que Skip the Dishes, le service de livraison rapide, nous apporte un pot de remplacement en moins de 25 minutes. Et boy! Là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Là, on a le temps de manger nos toasts pendant ce temps-là, c'est pas si rapide encore. C'est ça, si t'as plus de beurre d'arachide, tu veux ça rapidement, là, tu veux peut-être te dire, je vais prendre ma douche, puis ensuite, ça va se aller plus loin. Une intelligence artificielle devrait prédire, parce que c'est un peu ça, n'est-ce pas, avec ses algorithmes, le besoin à venir d'un nouveau pot de beurre d'arachide. Fait que quand j'ai vu les petits caractères, évidemment, mon esprit de journaliste gourmand, un pot de beurre d'arachide gratuit, il faut que je consacre le maximum de mes ressources intellectuelles là-dessus. Alors, j'ai vu, évidemment, c'est en quantité limitée. Et c'est pas la grosse déception, c'est qu'il n'y a pas de Skip Express Lane. Il y a Skip the Dishes qui livre de la nourriture, mais cette promo-là demande Skip Express Lane, qui est un service de livraison qui offre 1500 articles pour de la livraison rapide. Une petite épicerie, un dépanneur. Une petite épicerie, petit dépanneur, livrer du lait, du beurre d'arachide, des choses essentielles rapidement. Et là, j'étais très déçu. Parce qu'en 2021, je voyais qu'on allait déployer 38 points de service d'un océan à l'autre. Et j'ai vu en 2023 qu'il y a Coquitlam, une petite ville en Colombie-Britannique de 140 000 habitants. Il y a Red Deer en Alberta, 103 000 habitants. Etobicoke en Ontario qui a 365 000 habitants qui ont des points de service Skip Express Lane, mais pas Montréal. Je trouve ça scandaleux. Même pas Laval. Même pas Laval. Même pas Laval. On sait qu'il y a une masse critique de mangeurs de beurre d'arachide. De beurre d'arachide à Montréal. Ouais, c'est assez fou. Faut dire, c'est une entreprise de Winnipeg, donc on va voir ça. Et ce que j'ai trouvé très, très drôle pour bénéficier de la promotion, faut taper le code l'adresse web, faut mettre ça dans son téléphone, et c'est craftqjarcode.ca. Oh. Donc, craftqjarcodes.ca. Pas évident à transmettre non, puis ça peut avoir l'air d'une attrape, en fait, quand c'est pas le nom direct de la compagnie comme principal point d'adresse web. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça... Donc, alors, tous ceux qui nous écoutent à Coquitlam, Red Deer, Etobicoke, on vous salue. Commandez du beurre d'arachide gratuitement. Il suffit de numériser le fond de son vieux pot de beurre d'arachide Kraft pour en avoir un gratuit. À Montréal, au Québec, on se prive de cette promotion formidable, mettant en vedette l'intelligence artificielle. Plutôt se servant de l'intelligence artificielle comme prétexte pour accrocher notre attention. Ça a marché. Ça a marché. Voilà. Je vous l'ai dit tantôt, il y a une panne de courant chez moi. Je viens de voir passer le camion d'Hydro-Québec sur la rue, à l'envers du sens unique. Là, ça me pose des questions. Je voudrais vraiment respecter le sens de la route. On n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a eu lieu la semaine dernière dans les offices, dans les bureaux de Microsoft, la très grande entreprise de Seattle, un événement qui s'appelle Microsoft Ignite, qui a lieu à tous les ans et qui présente en fait les innovations à venir chez Microsoft. Et innovation au sens très large. Et évidemment, cette année, le thème, vous l'aurez compris, c'était l'intelligence artificielle. Plus à l'interne chez Microsoft, mais pas nécessairement de la façon dont on pense, parce qu'on avait déjà présenté Copilot, l'application dans Windows 11 qui a été mise en ligne il y a quelques semaines. Ils ont présenté déjà Bing, tout ça, on a un petit peu une idée où ça s'en va, mais ce qu'on a présenté, en fait, c'est présenté le PDG de Microsoft, monsieur Satya Nadella, c'est la stratégie de Microsoft pour devenir le PC pour la planète, the world computer. C'est vraiment comme ça qu'on présente la stratégie de Microsoft. On veut devenir, avec une infrastructure infonuagique qui couvre l'ensemble de la planète, l'espèce de plateforme de référence pour déposer des applications d'intelligence artificielle qui sont accessibles de partout dans le monde. Ça, c'est vraiment une attaque directe frontale à Amazon et AWS. Ça va être intéressant de voir la petite guerre qui va s'installer dans ce créneau-là. Google était récemment avec IBM les numéros 3 et 4 dans ce marché-là et ils ont, à mon avis, ils ont du travail à faire pour les rattraper. Je ne sais pas comment ça va comment ça va évoluer, mais ça vraiment là, les deux premiers commencent à mettre les bouchées doubles. Microsoft qui en passait la deuxième plus grosse compagnie cotée à la bourse de New York après Apple. Et les analystes qui disent c'est que attendez, c'est bientôt la première compagnie à en devenir parce que Apple n'est pas nécessairement aussi axée sur les secteurs de croissance que sont l'intelligence artificielle et le cloud comme les Microsoft. Tout ça a été discuté bien gros chez Ignite à ce moment-là. On a présenté quelques éléments techniques qui nous touchent quand même en tant que public, mais qui étaient très évidemment techniques à ce moment-là et qui touchent à la plateforme Azure, qui est la plateforme de cloud de l'infonuagique de Microsoft.
2 nouveaux processeurs, entre autres, qu'on va installer dans tous les serveurs des banques de serveurs de Microsoft qui sont spécifiquement conçus pour accélérer le fonctionnement des applications d'intelligence artificielle. Et pas seulement ça, mais évidemment, tout ce qui est en lien avec les applications comme ChatGPT chez OpenAI, tout ce qui est intégré dans Copilot chez Microsoft, mais aussi tout ce qui tourne autour et tout ce que les développeurs vont vouloir développer à partir des outils de Microsoft et d'OpenAI va pouvoir fonctionner plus rapidement là-dessus. C'est une grosse poussée là du côté de Microsoft. On pense que, et là je cite Monsieur Nadella qui a dit rien n'a été aussi important dans les 40 dernières années dans les technologies que ce qui s'en vient dans les prochaines années en intelligence artificielle. Pour lui, c'est plus gros que l'avènement du PC, c'est plus gros que le mobile. Évidemment, il peut dire ça parce qu'ils ont raté le mobile chez Microsoft, mais il pense aussi que ça va être plus important que que l'arrivée d'Internet au grand complet en termes d'impact sur la société. Donc, il voit ça très, très gros. C'est stratégique pour lui de se positionner là-dessus de cette façon-là parce que ça va être peut-être un peu ce qu'il va laisser comme image de son passage chez Microsoft. Parce qu'on le sait, le PC, c'est très Bill Gates. Steve Ballmer, j'arrive pas à figurer c'est quoi. C'est le mobile raté, à mon avis. Mais M. Nadella, clairement, il se positionne sur l'intelligence artificielle et ça lui profite bien parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent avec ça et leur réputation entre boursière est excellente en ce moment. C'est les developers. Oui, parce qu'ils pensaient faire des applications, mais ça s'est pas passé comme ça nécessairement. Et voilà. Ça, c'était l'actualité sérieuse de cette semaine. Il y en a une moins sérieuse, très sérieuse aussi, mais peut-être un peu plus amusante parce que vous savez, on l'a dit tantôt, c'est le cyber lundi qui s'en vient dans 3 jours après le vendredi fou. Je l'ai comme dit à l'envers. C'est le Black Friday, c'est la grosse fin de semaine de magasinage qui s'amorce aux États-Unis et ça déborde de plus en plus chez nous avec des spéciaux chez les commerçants parce qu'on pense que les gens vont magasiner bien gros à la fin novembre pour Noël. J'ai besoin de prendre des leçons. Moi, je suis toujours rendu à la mi-décembre puis j'ai pas acheté de cadeaux d'habitude. Je suis pas le gars le plus alerte là-dessus, mais bien des gens en achetant tout de suite. Ben oui, en achetant tout de suite, on peut économiser beaucoup pour des cadeaux qu'on veut, pas nécessairement des cadeaux techno, mais en ce moment, il y a des grosses promotions, là, des 25, 40%, 50% de rabais sur certains produits électroniques. Tu me mentionnes même le panier bleu. Ben, en fait, écoute, parce qu'évidemment, on pense, évidemment, le vendredi fou, c'est en magasin, on y va en personne au magazine, et c'est là qu'on voit les images aux nouvelles, vous savez, de gens par milliers qui traversent la porte du Walmart quand elle ouvre, puis c'est un peu fou. Qui se battent. C'est peut-être pas rendu là ici au Québec, mais il y a quand même des gros spéciaux en magasin, mais aussi sur Internet, il y a façon de magasiner, et quand on pense magasiner sur Internet, on pense beaucoup à Amazon, parce que c'est la moitié du magasinage en ligne au Québec et aux États-Unis, je pense, Amazon. Mais il y a possibilité de contourner aussi en allant. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je suis allé visiter le site du Panier Bleu. Panier Bleu, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une vitrine pour quelques centaines de commerçants québécois qui présentent là des spéciaux pour le vendredi fou qui peuvent aller jusqu'à 50% de rabais. Donc, et il y a pas juste que des tricots et des affaires qu'on peut imaginer qui sont plus artisanales. Il y a de l'électroménager, de l'électronique, de l'informatique. Il y a vraiment un peu de tout là. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Noël, c'est quand même bien juste dans un mois, on peut faire livrer en quelques jours plutôt qu'en 24 heures, ce que propose Amazon, n'est-ce pas? Mais auprès d'un commerçant québécois, et on va l'avoir à temps pour Noël. Donc, il y a possibilité d'aider, de profiter en fait du meilleur des deux mondes, n'est-ce pas? D'avoir un achat en ligne à bas prix, d'avoir une livraison auprès d'un commerçant québécois et de faire profiter en fait tout le monde dans la chaîne comme du monde. On le disait tantôt aussi, c'est le bon temps pour magasiner du côté du sans-fil. J'ai vu passer cette semaine, et ça a fait jaser beaucoup, la marque Fizz, qui, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est la marque Bon Marché, disons, de Vidéotron, commence une offensive pour aller conquérir des abonnés dans l'Ouest canadien, parce qu'on le sait, ils ont racheté Freedom Mobile, et là, ils commencent à intégrer un peu le réseau, et on offre aux nouveaux clients 40 gigaoctets par mois pour $40. Ça, je trouve que c'est un maudit bon deal. Il n'y avait pas une promo à 5 $ dans certains cas. Il me semble qu'il y avait une espèce de super offre de la mort pendant quelques mois à 5 $ par mois, quelque chose comme ça. J'ai vu ça passer. C'est le bon temps pour magasiner parce que même si vous voulez pas passer chez Fizz, vous pouvez utiliser ça pour appeler votre fournisseur et dire « Hey, j'ai vu ça là-bas. Qu'est-ce que tu as fait de mieux? » Oui. Puis si les concurrents le font, absolument, ils vont vous l'offrir. Hein. On a tout le temps l'impression qu'en tant que vieux client, on est moins bien traité que les nouveaux. Rappelez-vous que vous pouvez toujours demander gentiment mais fermement la même promo que le concurrent. Généralement, le service de rétention de la clientèle va vous aider. Voilà. C'est le temps des aubaines ici, des achats un peu rapides, impulsifs, avec 50% de rabais sur quelque chose. N'oubliez pas que les articles que vous achetez, qui font pas l'affaire, qui sont pas ce que vous voulez, c'est un rabais, mais ça vous rendra pas plus heureux. C'est pas le temps d'acheter des trucs. C'est pas le temps de surconsommer, non. Ça, c'est pas le temps de surconsommer. Ouais. Faites aussi attention
aux arnaques qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir justement sur des sites, on magazine, on cherche des offres incroyables, on voit des offres incroyables. Faut pas être alarmiste. La plupart des grandes boutiques, ils ont du service à la clientèle et tout, c'est fiable et tout. Mais il y a toujours possibilité de voir des aubaines sur des sites qui ressemblent aux sites des grandes marques et puis de perdre des sous avec ça en essayant des fois de cliquer trop vite ou d'avoir des aubaines un peu trop belles pour être vraies. Des aubaines qui ont l'air effectivement trop belles pour être vraies, souvent sur directement dans le fil Instagram, hein, on voit ça. Oups, je clique parce que j'ai vu un super chandail ou un truc comme ça. Et c'est une marque inconnue qui promet quelque chose qui a pas de bon sens. Oui, ça ressemble, c'est ça ressemble au produit qu'on veut, mais c'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Des copies asiatiques d'un produit, ça peut faire le travail, mais ça peut aussi donner des choses, des résultats, des fonctions. Les faux iPhones, là, il y en a plein là qui circulent. Ça ressemble à un iPhone sur des c'est Android, et puis ça n'a pas du tout la qualité d'un iPhone, ni le plaisir que vous vous procurez un iPhone. Exactement. Soyez vigilants. Je vais le dire parce qu'on va parler tantôt avec quelqu'un de TELUS et j'ai vu passer ça tout à l'heure, ça m'a fait sourire. En fait, si vous achetez un téléphone chez TELUS, ils ont une campagne, c'est strictement pour la fin de semaine du Vendredi fou. Achetez un téléphone et TELUS en donnera un deuxième gratuitement à une autre personne. C'est une belle touche là, pour chaque nouveau client qui achète un téléphone. TELUS va remettre un téléphone et un forfait de service mobile à $0 à un jeune quittant son foyer d'accueil pour l'aider à rester connecté et à se lancer dans la vie du bon pied. Je pense que c'est une belle touche pour les gens parce qu'évidemment, on parle de Noël. C'est quand même c'est la saison pour être généreux et pour redonner à la communauté. C'est peut-être un geste intéressant. Surtout que les téléphones, on s'entend qu'ils coûtent cher. Il y a moyen de générer un peu de marge du côté des fournisseurs pour faire ce genre de geste. Donc, portez attention aussi à ce genre de détails. Pensez-y, faites votre liste. Nous, on va prendre une courte pause parce que justement, on va revenir tantôt, on va parler de quelque chose d'assez sérieux, mais d'assez intéressant. Vous savez, on a parlé dans les derniers mois de toute entre autres, la fameuse fonction d'appel par satellite d'iPhone qui sauve des vies dans les endroits où le réseau se rend pas. Mais les réseaux, de plus en plus, doivent s'adapter à des changements, des situations climatiques extrêmes, comme chez moi ici en ce moment. Il y a eu un coup de vent, c'est pas très extrême, mais pourtant, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de cellulaire. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et comment les fournisseurs se préparent à ça? On en parle dans un instant avec un porte-parole de TELUS. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech édition panne de courant, en tout cas dans mon cas, parce que il y a quelques instants à peine, juste ici dans le quartier, il y a un transformateur électrique qui a explosé. Ça fait toujours un bruit, un gros pétard. Et là, après ça, on a un petit peu de problème à rebrancher le tout. Je dis toujours à la blague, dans mon quartier, il suffit qu'un chevreuil pète et paf, on a 4 jours de panne de courant parce que le réseau est très fragile. Ce qui me permet de faire un lien assez habile avec la conversation qu'on va avoir parce que on va parler de l'impact du changement du climat sur les réseaux, les technologies de télécommunications au Canada, des réseaux avec ou sans fil en fait, parce que on en parle couramment. De plus en plus d'événements météo extrêmes affectent un paquet d'affaires, parlez-en juste aux assureurs qui dépensent des milliards par année pour couvrir les sinistres, et c'est de plus en plus important, mais aussi dans le secteur technologique, ça a des impacts. Et pour en parler, on a avec nous Nazim Benadid, qui est premier vice-président réseau chez TELUS. Bonjour Nazim. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. C'est un sujet à la fois sérieux et intéressant, et je ne vais pas dire inquiétant, mais au moins intriguant. Cette notion de sécurité des réseaux. Vous avez des mesures en place chez TELUS pour renforcer votre réseau parce que les phénomènes météo, ça affecte concrètement ce que vous faites, ce que vous offrez comme service sans fil, là. Absolument. En tant que fournisseur de services de télécommunications, on est conscient du fait que, en particulier pendant les situations extrêmes, nos services sont critiques pour les populations, pour les services d'urgence et ainsi de suite. Et donc, au fil des années, on a développé des processus et des méthodes à court terme et à long terme pour essayer de mitiguer, puis aussi se préparer par rapport à ça. Je vais couvrir certaines des choses qu'on fait. Donc, à court terme, c'est sûr que nous, on observe une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes.
et donc on se prépare. On a bien sûr un comité de gestion des opérations qui inclut tous les gestionnaires qui sont impliqués chez TELUS, que ce soit les gestionnaires du côté du réseau, mais également les communications, les relations avec les communautés, le marketing et ainsi de suite, parce qu'on essaye d'avoir une réponse qui couvre vraiment l'ensemble des besoins de nos clients. Également, on fait de l'application à long terme, j'y reviendrai. Donc à court terme, notre priorité, c'est vraiment de fournir le service. Donc ça peut aller en fonction du type d'événement, ça peut aller des tours cellulaires mobiles, ça peut arriver que les infrastructures sont disons, impactées par des événements, des feux ou des inondations ou quoi que ce soit. Ça peut également arriver que les services d'urgence créent soit des centres d'évacuation, des endroits qui n'ont pas de couverture ou pour leurs propres opérations ont besoin d'avoir de la connectivité. Et donc pour ça, on essaye de supporter du mieux qu'on peut. Parfois, il arrive qu'on ajuste les signaux des sites cellulaires existants. Par exemple, pendant la tempête de verglas qu'il y a eu à Montréal en 2023, on a vu une augmentation incroyable de trafic sur nos réseaux parce que beaucoup de gens qui avaient des services Internet à la maison, qui travaillent de la maison spécialement pour certains fournisseurs, câbleaux et ainsi de suite, qui fournissent pas l'électricité de leur système à travers leur réseau, ben là, ils switchent sur le réseau sans fil. Il y a des tours qui tout simplement se retrouvent sans électricité, puis leurs batteries, que ce soit les nôtres ou celles de nos compétiteurs, leurs batteries sont finies. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'assurer que la voix, le 911, les textos fonctionnent en tout temps, même si il y a un petit peu moins de services pour le data. Ça peut arriver également, comme je disais, on a des génératrices mobiles. Nos techniciens vont déplacer d'un site à un autre pour recharger les batteries. Puis bien sûr, tout ce qui est liaison avec les services d'urgence et les différents paliers de gouvernement pour s'assurer que vraiment on comprenne qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut aider, puis également comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. On fournit l'information à propos de quels sites sont critiques. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'il y ait des incendies en Colombie-Britannique ou en Alberta où on avait un site en particulier qui était très très important, et dans ce cas-ci, donc, que ce soit nous ou les services d'urgence, on va tout faire pour le protéger. Cette année, c'est la première année où on a eu 2 événements majeurs en même temps. C'est jamais arrivé. Habituellement, c'est séquentiel. Là, on avait les incendies en Colombie-Britannique ainsi que les inondations à Halifax. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est des choses auxquelles on doit s'ajuster. Je vais peut-être faire une pause avant de parler de ce qu'on fait à plus long terme. J'ai l'impression, je sens que vous avez une question. Ah, j'ai plein de questions, effectivement. Ben, en fait, j'ai surtout une remarque parce que parce que vous parliez de batterie dans vos centres, dans votre infrastructure. Puis, je parlais de ça récemment. Et c'est un sujet qui est drôle parce que ça croise différents sujets, mais quand on parle beaucoup de voitures électriques en ce moment et de l'usage des batteries une fois elles ont fini leur vie utile dans le secteur automobile, une des applications, c'est justement les centres d'urgence du secteur des télécoms, parce qu'il y a des batteries là-dedans aussi. C'est ce qui assure qu'un service est continu, même des fois quand il y a des pannes de courant qui peuvent vous affecter. Ça c'est une remarque qui est quand même assez intéressante. Et justement, on voit l'évolution quand même dans la pratique de comment les gens réagissent aux urgences. L'idée de s'accrocher, de faire un point d'accès avec son sans-fil pour travailler de la distance pendant les pannes de courant, c'est relativement nouveau comme habitude. Donc, effectivement, ça a dû changer pas mal la façon dont vous gérez les choses de votre côté. Pascal, t'as l'air toi aussi de vouloir dire quelque chose. Non, mais c'est parce que ce que je comprends, Nazim, c'est que vous priorisez en cas d'urgence. Moi, quand, évidemment, ça devient un réflexe quand on est un peu habitué avec la technologie de mon Wi-Fi à la maison fonctionne pas, j'utilise celui de mon cellulaire. Dernière panne d'électricité, j'ai constaté que, étrangement, le réseau cellulaire marchait pas très bien pour les données. Ce que vous me dites, c'est que ce serait tout à fait normal que l'opérateur réduise l'accès aux données pendant les urgences pour prioriser le 911 et ainsi de suite. J'ai bien compris ce point-là. Ouais, si nécessaire. C'est pas arrivé pour tous nos sites cellulaires, mais c'est arrivé pour certains où il y avait une plus grande densité de population. Un site cellulaire a une quantité limitée de spectre. Puis nos équipes techniques vont vraiment suivre ça minute par minute. Puis quand on pense qu'il commence à y avoir trop de congestion, puis que ça peut impacter les services de voix ou le service de 911, c'est quelque chose sur lequel on va mettre de la priorité. De la même manière, un site cellulaire qui sert une station de police, un hôpital, des endroits qui sont vraiment d'intérêt public, on a tout ça dans nos systèmes, puis on s'assure que ces sites-là sont vraiment priorisés parce que dans des situations d'urgence, certains besoins sont peut-être supérieurs à d'autres, on va dire ça comme ça. Oui, je comprends tout à fait. Quand tu veux remettre à jour ta feuille de calcul Excel,
Moi, je pense que c'était très drôle. Je mettais à jour un site web, puis là, tout à coup, ça ne marche plus. Prioriser, Pascal, prioriser. On priorise, c'est ça, les urgences, le 911, c'est tout à fait. Merci, ça explique quelque chose. Prochaine fois, je vais être moins impatient quand l'électricité va manquer. Merci, mon Wi-Fi va couper. Voilà. Parce que et on le voit même aussi, c'est très banal, mais on le voit sur Facebook, hein, quand il y a quelque chose qui se passe, un événement météo extrême, une crise, n'importe quoi dans un espace, les gens rapidement sont alertés sur Facebook. Je suis en sécurité, on peut envoyer tout ça, mais ça exige en fait une connexion au réseau. Et ça commence par ça, et ça va jusqu'à effectivement accéder aux services d'urgence, pouvoir accéder au 911, puis ainsi de suite. Je me rappelle une fois d'avoir été témoin d'un accident de la route dans un endroit où j'ai appelé le 911 avec mon cellulaire, ça fait quelques années. Et c'était quand même relativement compliqué de partager la localisation, l'information, tout ça. Est-ce que ça, on peut automatiser une partie de ces services-là grâce au sans-fil? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui est fait pour justement, dans la situation d'urgence, accélérer l'utilisation du sans-fil pour avoir accès aux soins ou aux services ou peu importe? Il y a premièrement une évolution du service 911 qui est en train d'être déployé un petit peu partout au Canada, qui s'appelle le 911 de nouvelle génération, qui va permettre plus facilement de partager la localisation. Ça m'est arrivé l'été où le Canadien est arrivé en finale de Coupe Stanley. Il y a 2 ans, oui. Ouais, il y a 2 ans, puis on était avec des amis sur le lac Saint-Louis, puis on a dérivé, fait qu'il fallait qu'on donne notre position, puis c'était vraiment vraiment difficile de faire ça, fait que c'est un besoin réel, puis c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec les technologies de 911. Au-delà de ça, il existe des technologies dans le sans-fil présentement de ce qui s'appelle priority and preemption. Donc, s'assurer que certains types de trafic, même en cas de congestion, sont priorisés. Puis c'est des choses qu'on utilise, mais pas pour la voie ou pas pour l'ensemble des services. C'est pour ça qu'on a encore besoin d'intervenir pour prioriser ça. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, ça va évoluer, avec la 5G, plus de spectre, les applications se raffinent, mais c'est clair que nos équipes ont toujours à prendre une décision en situation d'urgence, parce que l'objectif, c'est vraiment de protéger le public, puis de prioriser l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. C'est pas forcément quelque chose qui est fait par tous les fournisseurs, mais c'est quelque chose que nous, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On a eu beaucoup d'événements climatiques. On couvre un très grand territoire rural. Donc, chaque année, on a des feux, des inondations, des tempêtes de verglas et ainsi de suite. Fait que on a développé nos pratiques, on va dire, dans ce sens. Je ne sais pas à quel point vous pouvez parler de ça, parce que ça, nous, on en entend parler par Apple. Surtout, ils ont ajouté à leur téléphone l'année dernière une fonction d'appel par satellite. En fait, c'est pas des appels, c'est vraiment des messages textes en cas d'urgence extrême à l'extérieur de la couverture des réseaux. Il y a eu un cas dans le nord du Québec, là, à la fin de l'été, où quelqu'un qui était tombé sous sa pelle mécanique dans un endroit où il n'y avait aucune couverture dans le fin fond des bois a pu appeler une ambulance. En fait, ça lui a probablement sauvé la vie et ses 2 jambes au minimum. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez bénéfique comme application. Mais évidemment, ça va au-delà de la couverture réseau, donc ça prend peut-être, je ne sais pas quel genre d'entente ça prend entre Apple et les fournisseurs, mais j'imagine que vous êtes impliqué dans des technologies de ce genre-là. Est-ce que c'est le genre d'application qu'on risque de voir de plus en plus? Absolument. C'est ma conviction. C'est un outil qui va être très utile spécifiquement pour un pays comme le nôtre qui est très, très grand en couverture, oui, exact, en densité de population. Les fournisseurs de télécommunications ont investi des milliards pour couvrir des populations. Les gouvernements ont donné des subventions pour certaines régions également, mais il reste encore beaucoup de territoires à couvrir. Puis le défi est vraiment économique pour ces territoires-là quand on regarde la quantité de trafic par rapport au coût de construction, spécialement dans un contexte économique où il y a beaucoup de pression sur les prix. Donc on regarde des solutions comme celle-ci. On a fait une annonce récemment pour un proof of concept, un essai qu'on a fait. On est satisfait de ce qu'on a vu. Et puis, au fur et à mesure que de plus en plus de fournisseurs de téléphones intègrent cette technologie dans leur téléphone, ça va être disponible pour le grand public. Puis c'est quelque chose, comme je vous disais, surtout avec l'évolution des technologies de satellite à bas orbite. Oui. Puis l'augmentation de l'offre satellitaire qu'on va voir vraiment de façon globale à travers le Canada. C'est mon opinion. Est-ce que TELUS a déjà des parts, des fréquences ou des ententes stratégiques avec des opérateurs de satellites? Oh, je vois sourire, je sais pas. Oui, je peux pas faire de commentaires à ce sujet, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui nous intéresse. Ah oui. Ça semble s'ajouter comme une couche supérieure au-delà des réseaux, des antennes traditionnelles. Absolument. Pour offrir un service, parce que c'est un peu ça l'enjeu au Canada, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, même là où il y a personne.
pour la fois où il y aura quelqu'un qui sera dans le pétrin. Donc, j'imagine que ça va être un sacré casse-tête de votre côté. Absolument. Comment vous voyez l'évolution de votre réseau, là, parce que vous l'avez dit, puis on le constate, le Canada, c'est grand. De plus en plus, on a des problèmes avec le climat qui mènent à des feux de forêt, des paquets de catastrophes de plus en plus graves. Est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose à plus long terme qui s'en vient de votre côté pour vous prémunir face à ces choses-là? Oui, à plus long terme. Donc nous, on a un processus à court terme, comme je vous ai partagé, qu'on révise à chaque année, à la fin de la saison des événements climatiques. On regarde qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, quels nouveaux outils ou nouvelles technologies on devrait introduire. Mais également à long terme, où on regarde vraiment surveillance, planification, modélisation. C'est vraiment les angles à travers on va. En termes d'investissement, je peux vous dire par exemple que dans les 5-6 dernières années, on a investi 110 millions de dollars pour la résilience et de nos réseaux. Des choses qu'on fait par exemple au niveau des inondations, il y a des zones qu'on voyait en termes de zones inondables, des événements qui arrivaient une fois tous les 100 ans. Maintenant, c'est 2 fois par 10 ans. Donc, on investit pour soulever nos infrastructures. On a eu le cas, que ce soit dans les inondations de Calgary il y a une dizaine d'années ou dans les inondations en Beauce où nos techniciens se sont retrouvés les pieds dans l'eau, gelés quand c'était le cas de la Beauce, à manuellement soulever nos batteries, nos génératrices, nos équipements, les mettre sur des chaises. Fait que nous, on revient là-dessus puis on se dit, OK, maintenant qu'on l'a fait pour cet événement-là, quelles sont les autres infrastructures qu'on a qui ont à peu près les mêmes attributs de risque, puis investir là-dedans. On investit également en redondance. On regarde quand il y a eu les incendies à Sept-Îles, une partie de nos infrastructures a été endommagée par le feu, mais on avait proactivement construit et investi dans de la redondance pour ce que j'appelle les autoroutes de données. Donc, la manière dont il faut voir le réseau de données de n'importe quelle entreprise de télécommunications, c'est comme un réseau routier. Vous avez votre petite rue de votre quartier qui a une voiture toutes les 3 minutes, puis grosso modo, au fur et à mesure, ça va sur des plus grosses autoroutes, et que on protège nos câbles les plus importants. On investit dans la modélisation. On a énormément d'informations de Météo Canada puis de tout ce qui est organisme qui s'occupe de ce genre de choses, mais en termes de modélisation, il y a un monde d'opportunités dans le futur qui arrive là-dedans. Puis il commence à y avoir des entreprises intéressantes, en particulier au Canada, qui font ça, fait qu'on est très très intéressés parce que le mieux qu'on peut prédire et modéliser, le mieux qu'on peut investir, puis s'assurer que il y a un retour de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet? La technologie en tant que telle, donc au fur et à mesure que la technologie évolue, on sait par exemple que le satellite, c'est quelque chose qu'on regarde énormément, que ce soit le satellite pour directement sur le téléphone comme on parlait, mais également le satellite comme moyen de backup pour nos infrastructures. Si j'ai une coupure de fibre, supposons que j'avais un lien à très haute vitesse, 100 gigabits par seconde, mais que si je peux fournir 1 gigabit par seconde, je peux prioriser la voie, puis le 911, puis si je peux fournir un petit peu plus, je peux prioriser autre chose. Fait que en situation d'urgence, tout bit de données est important, fait qu'on essaie de regarder ça comme ça. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est vraiment le soutien. Deux choses que je voudrais mentionner. Le soutien aux communautés, fait que quand il y a un événement, on essaye d'intervenir le plus possible, que ce soit des dons à des banques alimentaires, que ce soit des kits de confort, que ce soit pour la tempête de verglas, par exemple, à Kahnawake, c'était particulièrement touché, fait qu'on s'est présenté sur place avec de mémoire 3 camions de denrées alimentaires, des power banks pour que les gens puissent charger leur téléphone, des choses comme ça. Puis la dernière chose que je veux mentionner, puis c'est peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est vraiment les membres de notre équipe, le facteur humain, la créativité. On est une compagnie TELUS qui sommes la fusion de plusieurs compagnies régionales, fait qu'on a encore beaucoup ça dans notre ADN d'être proche des communautés dans lesquelles on travaille, on vit, puis on sert nos clients.
C'est que peut-être je vais mentionner une couple de choses. Il y avait eu des inondations en Gaspésie en 2017 où notre fibre passait à travers un pont qui était vraiment fragile. Puis on savait que si on perdait ce bout de fibre-là, ben il y aurait toute une partie de la Gaspésie qui serait coupée. Puis nos équipes ont essayé de construire une nouvelle fibre temporaire à travers. Le pont pouvait prendre aucun poids, fait qu'ils ont essayé de passer la fibre, en tout cas un câble pour tirer la fibre avec une arbalète. Avec un drone, puis finalement c'est avec une auto électrique, un jouet qu'ils ont été capables de passer à travers. Ça passait, c'était pas trop lourd, puis ça a permis de protéger cette communauté. J'ai d'autres exemples là-dessus, mais je vais peut-être me limiter à celui-là. Mais c'est vraiment pour dire, dans ces moments-là, on compte énormément sur nos équipes qui sont sur place, puis c'est all hands on deck, comme on dit, puis tout le monde essaye de faire de son mieux, puis on essaye dans le back-end de vraiment coordonner, aider, supporter les gens qui sont en première ligne, puis qui font partie de ces communautés-là. Wow, vous venez de nous décrire une scène de Mission Impossible, une petite auto électrique qui sauve la Gaspésie de la coupure d'Internet. C'est assez impressionnant. Vous parlez de all hands on deck, de collaboration. Est-ce qu'il y a une collaboration avec les autres opérateurs? En cas d'urgence, est-ce qu'il y a une bonne entraide? Est-ce qu'il y a un service? Est-ce que vous appelez des gens? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé, de structuré pour s'assurer que la population en général a un accès aux données, même en cas de grosse catastrophe, justement? Oui, absolument. Peut-être un commentaire. Moi, la manière dont j'y pense, c'est plus la scène de Apollo 13 où ils doivent reconstruire avec les contraintes qu'ils ont. Mais pour revenir à votre question, oui, absolument. Il y a une coopération naturelle qui se fait quand il y a un événement dans une région. On essaye de mutualiser nos ressources. Par exemple, quand il y avait eu les inondations en Alberta en 2013, tout le monde avait de la fibre qui passait par les montagnes rocheuses, puis il y avait eu des éboulements qui avaient endommagé les infrastructures de tous les opérateurs, puis on avait mis ensemble nos équipes de réparation pour essayer de réparer le plus vite possible. On se prête des génératrices en fonction de ce qui se passe. Fait qu'il y a quelque chose qui se fait de manière un petit peu ad hoc, parce que quand la situation est catastrophique, ben il y a plus de compétition, il y a juste de la coopération. Mais au-delà de ça, il y a un processus qui a été mis en place par le ministère d'innovation canadien, formel, où les opérateurs fonctionnent à travers les canaux du gouvernement fédéral, puis notifient le gouvernement fédéral quand il y a un problème, puis il y a un petit peu une coordination à ce niveau-là également. Fait que disons que ça couvre un petit peu l'ensemble de votre question. Oh, merci. C'est drôle parce que, bon, évidemment, on peut critiquer les réseaux sans fil canadiens de plein de façons, mais une façon qu'on peut moins le faire, c'est au niveau de la fiabilité, parce que c'est reconnu, je pense même mondialement, en fait, que les réseaux sans fil canadiens ont cette qualité, ils ont une certaine robustesse, là, effectivement. Absolument, spécialement considérant le type de territoire qu'on sert. Récemment, j'ai échangé avec des opérateurs en France, par exemple, puis ils mettent pas de batterie ni de génératrice dans leur site cellulaire. S'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de service, puis de leur point de vue, c'est correct. Puis quand il y a eu, il y a 2-3 semaines, une tempête en Bretagne, c'est quelque chose que le gouvernement français a mentionné en disant, comment se fait-il? Au Canada, ce genre de choses n'arrive pas. Puis peut-être aussi pour mentionner que pendant la COVID, il y avait eu une étude qui avait démontré que les réseaux canadiens de tous les opérateurs, c'est sûr que TELUS se démarquait un petit peu, mais l'ensemble de l'industrie était numéro 1 au monde en termes de vitesse, de disponibilité et ainsi de suite. On n'a pas eu les problèmes que d'autres pays de l'OCDE ont eu en termes de gens qui étaient non seulement bloqués chez eux à la maison, mais qui pouvaient pas utiliser leur service de télécommunication pour travailler et pour se divertir également. Alors, c'est un gros atout parce qu'effectivement, on voit la situation à l'extérieur de plus en plus se dégrader, pas au quotidien, mais de façon exceptionnelle, de plus fréquemment que c'était le cas avant. Donc, c'est bien d'avoir des les ingénieurs canadiens peuvent être fiers de leur travail, puis de la qualité de leur réseau. On a du génie canadien, c'est bien. Oui. Excellent. Merci à Nazim Benadid, premier vice-président réseau de TELUS, pour nous parler de la robustesse, résilience, la solidité, la fiabilité des réseaux sans fil en cas d'événements météo extrêmes. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci à vous. Lâchez pas le bon travail. Nous, on prend une courte pause. Je vais voir si ma batterie est encore fonctionnelle et on revient avec nos tests produits. Restez avec nous à une tasse de tech.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition semi-lugubre, où j'attends toujours qu'Hydro-Québec rallume mes lumières. C'est, je vais dire ceci, et je félicite la compagnie APC pour aucune raison à part que ma batterie de secours dans mon bureau, c'est une APC que j'ai achetée il y a des années. Je l'ai acheté, ça fait facilement 20 ans. Oh, bon sang. Les batteries sont mortes il y a à peu près 1 an ou 2. Je m'en sers vraiment souvent parce qu'il y a beaucoup de pannes de courant. J'ai démonté, j'ai enlevé les batteries, je suis allé chez Batterie Expert, j'ai acheté des batteries et j'ai réparé mon battery pack, mon système d'urgence. Wow. J'ai dit ça parce qu'on parle souvent de réparabilité puis ça a l'air d'un concept abstrait. Ça se fait. Ça existe. Les pièces existent. Moi, je vais vous parler de ça tantôt, mais je veux que tu me parles avant de ton gadget. Ça, c'est le Surface Laptop Go 3 que j'essaie depuis quelques semaines et qui m'a très agréablement surpris. Oui. Il m'a probablement sauvé les fesses, en fait, au moins une fois. Mais avant, on va parler de quelque chose d'important pour les amateurs de bonne musique parce que tu as mis la main sur un décodeur numérique analogique qui est assez cool, en fin de compte. Ouais, c'est le Colibri de la compagnie qui s'appelle Earman. Et je trouve ça très, très chouette. Qu'est-ce que c'est un décodeur analogique numérique? C'est que ça prend le son électronique de tes MP3, tes fichiers compressés, et ça les décode avec amour. Et c'est aussi un ampli à pile. Et donc, ça va donner aux haut-parleurs avec fil, les écouteurs avec fil, pas les haut-parleurs, ou les haut-parleurs, oui, ça pourrait marcher. Il faut qu'il y ait un fil essentiellement. Mais il faut qu'il y ait un fil avec à tes écouteurs et ça va leur donner la puissance nécessaire pour que les écouteurs sonnent à leur meilleur. Ça va donner du torque à ta musique. Donc, ça va pas colorer ta musique, ça va pas ajouter des effets qui va la déformer, qui va la travailler. Ça va vraiment, de façon très neutre, tirer le meilleur de ta musique numérique. Évidemment, plus elle est de bonne qualité, mieux c'est. Plus le MP3 est bien compressé, plus ça fera pas de miracle avec un vieux MP3 ou de la radio web. Mais ça va quand même donner à tes haut-parleurs un petit quelque chose, à tes écouteurs un petit quelque chose de plus. L'interface est super minimaliste. Hein. C'est un petit rectangle noir. Le seul indicateur que ça fonctionne, c'est un petit, une petite tête qui porte des écouteurs sur le petit boîtier. C'est un peu plus gros qu'une boîte d'allumettes. J'ai vu personne qui sait c'est quoi une boîte d'allumettes, là, mais qu'est-ce qui serait une bonne référence? Un peu plus gros, un peu plus épais qu'une carte de crédit, un peu plus étroit. Donc, c'est pas très gros. Ça contient une pile qui a 5 heures d'autonomie. On branche dedans le port USB de son téléphone. Ça se fait aussi avec les iPhones. On peut mettre un adaptateur. Et ce que ça fait, c'est ça. On va brancher ses écouteurs avec fil dedans. Et c'est pas mal une révélation. J'ai eu beaucoup de plaisir. Non, mais... est-ce que ça se détecte, l'amélioration musicale? Parce que souvent, on utilise un DAC puis on est comme, bon, je sais pas. Ça fait bas. Mais écoute, moi, j'ai fait wow. C'est peut-être purement de l'effet placebo. Hein. Je ne suis pas... je me dis, wow, c'est bien agréable d'écouter ma musique. Puis là, t'es comme, wow, j'entends des affaires que j'entendais pas. J'entends des bruissements, j'entends des claquements. Les basses sont pas plus fortes, mais sont plus précises. Tu sais, quand ça claque, ça fait vraiment claque. Ça fait pas comme... C'est pas de la bouillie parce que la puissance du Colibri va faire bouger tes écouteurs de façon plus efficace. Ça va être plus précis, plus le fun. Je l'ai fait écouter à ma copine, je l'ai fait écouter à son gars. Les deux ont eu la même réaction que moi. Ils ont fait « Wow! C'est ça la chanson? » Ils ont aussi eu cet effet viscéral-là de redécouvrir sa musique. Encore une fois, peut-être que c'est du placebo à 100%, peut-être que j'ai des oreilles plus sensibles que la moyenne, peut-être que d'autres personnes sont moins sensibles à ce que j'ai entendu, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas d'autres boutons, c'est le volume, il y a un bouton pour les basses, la lumière devient un petit peu plus lumineuse. Vraiment, il n'y a pas d'interface fancy. J'ai vu que ça supporte le format audiophile MQA, Master Quality Authenticated, qui est offert entre autres par le service musical Tidal. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que le service a un peu fait faillite. Donc, c'est possible que le format soit tout simplement
disparu dans l'histoire des formats électroniques. Mais je pense que Qobuz aussi a ce format-là. Ah, voilà, c'est probablement pas le seul, mais écoute, ça a été racheté, le service qui offre le format audiophile authentifié MQA. Dans ce cas-là, ta petite lumière devient magenta. Oh. Et juste pour ça, j'ai le goût de m'abonner à Qobuz. Il y a une période d'essai, ou Tidal, juste pour voir le petit. Oui, parce qu'ils ont un flux sans compression. C'est ça, c'est sans compression, mais aussi master authenticated, fait qu'avec une richesse. La musique, là, un des beaux problèmes de la musique aujourd'hui, c'est que tout est compressé. Il n'y a pas de silence, il y a pas les instruments sont tout pris dans un pain. Si tu regardes le spectre avec un petit logiciel d'édition audio, tu vois que des chansons classiques des années 60, 70, ça respirait. Il y avait des hauts, des bas, ça montait. Maintenant, c'est le trauma que j'ai eu, c'est avec les Black Eyed Peas. Je me suis dit, tu sais, la chanson, boum, boum, boum. Je me disais, avec des écouteurs, non, ça sonne pas bien avec des bons écouteurs, parce que c'est juste du bruit. C'est juste tout le temps dans le plafond, puis c'est pas très agréable à entendre. Alors que quand on a des fichiers qui sont mieux masterisés, on a des silences, on a quelque chose, puis là, tout se démarque quand on les écoute avec un DAC. Donc, pour ça, il faut avoir premièrement des bons écouteurs avec fil. Ça, beaucoup de gens en ont qui traînent. Hein. Il y en avait avant, les audiophiles avaient des bons écouteurs. Maintenant, on les utilise plus parce qu'on privilégie le sans fil. Il faut avoir envie de les utiliser parce qu'on s'entend des écouteurs avec fil. L'hiver, c'est pas pratique dans son auto. Ben oui. Il y a un fil, on retourne à ça. Il faut aussi avoir des bons fichiers. Donc, télécharger idéalement sa musique en format de meilleure qualité possible. De haute qualité, sans perte, oui. Et voilà, idéalement sans perte. Encore une fois, ça va peut-être demander d'avoir... Peut-être que les audiophiles l'ont déjà. Ça va peut-être demander de faire affaire avec des services qui demandent des abonnements plus... Mais Spotify devrait l'offrir bientôt si c'est pas déjà le cas. Apple le fait. Apple le fait avec un petit supplément. Spotify, toujours pas, mais ça s'en vient. Écoute, on parle j'ai entendu que ça pourrait s'appeler Supremium. Le format Supremium. OK. Rumeur, je sais pas, j'ai hâte. Je serais très, très curieux de l'essayer avec le Colibri. Ça va être vraiment très chouette. Et aussi, il faut payer le petit appareil lui-même qui est 249 américains, c'est-à-dire presque 350 canadiens. OK. Faut aimer la musique, là, parce que effectivement, on s'habitue à écouter de la musique dans des affaires comme une voiture où le son, évidemment, est très loin de très haute fidélité la plupart du temps. Donc, on a une tolérance, il faut vraiment vouloir de la qualité. Mais quand on apprécie et quand on a l'équipement, c'est comme être assis dans le studio d'enregistrement, ça c'est le fun. C'est assez chouette comme expérience. Moi, j'ai utilisé des écouteurs Odyssey plein air, puis j'ai eu beaucoup comme j'ai vraiment eu quelque chose de viscéral. Encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde. Pour 249, 350, là, regardez le Vendredi fou, il y a des écouteurs comme le WH-1000 XM5 de Sony. Qui sont sans fil, annulation de bruit très très bonne, des écouteurs de Bose, annulation de fil, annulation de bruit, très très bons écouteurs. Tu n'as peut-être pas le raffinement que l'audiophile recherche, mais ça va coûter sensiblement le même prix, puis ça va vous éviter d'avoir un fil et un petit appareil à charger et à connecter. Mais déjà si l'annulation vous aimez de la bruit, musique. Oui, exact. J'avoue que j'ai été très agréablement surpris pour gâter quelqu'un. Ça peut être une belle surprise. Parlez-leur avant. Ceux qui disent non, sans fil, ça me va. Je n'ai pas besoin mais pour écouter de la musique, je l'ai même branché dans mon ordinateur. Ça se branche sur son téléphone. Mais on peut aussi le brancher avec fil à son ordinateur. Puis là, encore une fois, j'ai trouvé que c'était peut-être moins frappant parce que je pense que l'ordinateur, ma prise audio, ma carte de son, a un bon décodeur, là, mais avec un téléphone, j'ai vraiment senti une différence. Voilà. Le Colibri de Earman. Là, je cherchais dans mon filtre micro le simulateur d'écho pour dire la puissance du Colibri. Mais j'ai pas trouvé le filtre, fait que je peux pas le faire. De mon côté, cette semaine, j'ai essayé, en fait, ça fait 2 semaines et un petit peu plus que je l'essaie et j'en suis vraiment agréablement surpris. C'est le Surface Laptop Go 3 de Microsoft, parce que on parle de Microsoft, parlons-en à fond, n'est-ce pas? On le sait, hein, Microsoft fait beaucoup d'efforts du côté des applications. Il y a une nouvelle version de Windows 11 avec Copilot pour l'assistant numérique avec assistance avec intelligence artificielle intégrée, n'est-ce pas?
Et pour mettre tout ça en valeur, Microsoft a mis à jour quelques-uns de ses appareils de gamme Surface, dont celui-là. C'est un peu mêlant parce que le Surface Laptop Go 3 n'est pas le Surface Go 3, qui est une tablette petite de $550 qui, elle, ne vaut vraiment pas la peine d'être achetée parce sa puissance est vraiment insuffisante pour faire la job. Mais à l'inverse, le Surface Laptop Go 3, c'est toute qu'une machine, mais une machine très compacte. C'est l'ultime portabilité chez Microsoft, à mon avis. C'est un ordinateur à écran tactile de 12,4 pouces. 12,4 pouces, c'est pas très grand. C'est pas très grand, hein? Exactement. C'est un peu plus alors grand qu'un iPad. Souvent, on hésite entre 13 et 15 pouces. Microsoft est allé avec ça. Il y a le Surface Laptop 5 qui, lui, a un écran de 13 pouces et demi qui est plus grand. Mais là, on est allé chercher vraiment dans la portabilité extrême avec un appareil qui coûte entre 1000 et 1350 $ selon que vous mettez de la mémoire vive en quantité suffisante. Mais pour le reste, c'est pas mal pareil. La fiche technique est super simple, hein. Processeur Core i5 d'Intel de 12e génération. Donc, c'est pas le plus récent. On est rendu à la 14e, là, qui a été annoncée il y a quelques semaines. Donc, on est peut-être, c'est pas super important d'être super à l'avance là-dessus, mais quand même. Donc, un processeur de grade, je veux dire, moyen plus, parce que c'est vraiment pas de l'entrée de gamme, c'est une petite affaire au-dessus, mais c'est quand même pas le i7 ni le i9. On a 256 gigs de stockage interne, peu importe ce que vous achetez. Et le choix, c'est vraiment 8 ou 16 gigaoctets de mémoire vive. Évidemment, plus vous mettez de la mémoire vive, plus votre ordinateur va bien aller plus longtemps. Donc, est-ce que ça vaut la peine là-dessus? Ça, c'est à vous de déterminer selon votre budget, parce que c'est quand même pas donné la surprime pour avoir 16 gigs. La grosse affaire pour moi, ce sont les 15 heures d'autonomie annoncées par Microsoft, qui s'avèrent étonnamment proches de la vraie vie. Ça se fonctionne une bonne journée de travail et il n'y a pas de stress. C'est surtout ça. Au-dessus de 10-12 heures, pour vrai, c'est ça qui fait, à mon avis, fait la différence. C'est que là, vous pouvez aller dans un café et travailler n'importe où sans être au bureau, sans être branché, et vous l'avez pour toute la journée sans vous casser la tête. Et cet appareil-là l'offre. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vais aller un petit peu plus loin sur l'autonomie. Vous savez, des fois, et ça, moi, c'est un défaut des appareils Android, entre autres, mais aussi des PC bas de gamme, bon marché. On le glisse dans son sac, on le sort pas à la maison pour le brancher la nuit. On revient le lendemain, la batterie est morte parce que le mode veille est mauvais. Ça, c'était un problème longtemps dans les PC. Celui-là n'a pas ce problème-là. Je l'ai laissé facilement 5 jours dans mon sac. Il est à peu près à la moitié de la batterie et il m'en restait encore plus que 30% au bout de la semaine. Le mode veille là-dessus, il livre ses promesses. L'ordinateur tombe en veille et on le rallume et il y a encore de la batterie. Donc ça, c'est, à mon avis, un gros plus pour cet appareil-là. Et juste pour ça, ça vaut la peine de payer un peu plus cher parce que en bas, tu sais, les ordinateurs à 200, 300, 400 $ ne font pas ce genre de distinction-là. Tu les éteins, faut que tu les éteignes au complet pour regarder la batterie. C'est pas une grosse affaire, mais moi, je trouve que ça fait une belle différence. Et là, je pense aux gens qui ont des appareils Apple qui disent comment ça, tu laisses ton ordinateur pendant toute la nuit puis la pile baisse. C'est une des choses qui marche bien avec les appareils Apple depuis des années. Tu peux les laisser dans ton sac pendant des semaines puis la pile baissera pas. Du côté Windows, c'est pas tout à fait encore le cas. Non, exactement. Ben, on rattrape un peu, hein, parce que Microsoft, justement, a créé la gamme Surface, justement pour pousser les fabricants de PC au sens plus large à s'en aller dans cette direction-là. Intel a une plateforme qui s'appelle Evo, on en a parlé l'autre jour, où on veut justement atteindre une sortie de veille immédiate, des choses comme ça. On s'en approche beaucoup avec ce laptop Go 3 là, qui intègre un lecteur d'empreintes digitales Windows Hello qui est facilement accessible, qui permet d'allumer, de s'identifier rapidement quand on allume l'appareil. Il fait 1 kilo, hein. C'est un appareil hyper léger, hyper portable, ultra mince. Il est, malgré son petit format, doté d'un clavier pleine grandeur. Il n'y a pas la partie de pavé numérique, là, mais il y a quand même le clavier alphabétique au complet, bon format. Donc, pour les grosses mains comme les miennes, c'est excellent. Ou pour les gens qui sont habitués à un clavier de bureau, ben là, on n'est pas tout d'un coup coincé sur un petit clavier avec des haut-parleurs à chaque barre puis un pavé tactile qui est comme coincé quelque part là-dedans. On a vraiment un plein format de clavier, plein format de pavé aussi. Évidemment, Core i5, je vous le disais tantôt, c'est pas le plus gros processeur, mais là-dessus, le Office roule sans problème. En fait, l'application Copilot est comme le nouveau standard, là, parce que ça demande, pour fonctionner, un prérequis technique assez récent, je vais vous dire. Puis ça demande une certaine quantité de mémoire vive, une certaine qualité de webcam pour une raison ou pour une autre, puis un micro, évidemment, puis un paquet d'affaires de même. Oh, je crois que l'électricité est miraculeusement revenue chez Alain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Derrière son sourire, son visage. Wow! Je suis enfin éclairé des deux côtés. Et effectivement, il y a une bonne, malgré que c'est pas le plus haut de gamme, c'est un appareil d'entrée de gamme tout à fait acceptable, le laptop Go 3, parce que justement,
Copilot, qui est l'application de référence, roule très bien dessus. Il y a une nouvelle application dans Windows 11 qui s'appelle Clipchamp qui permet d'éditer de la vidéo. Je vais l'essayer tantôt plus à fond, mais ça a toujours été mon élément qui fait que j'y pense pas et j'utilise un Mac, c'est qu'il y a iMovie dessus qui permet de faire l'édition vidéo rapide. C'est pratique parce que quand on fait une vidéo avec notre balado, je le fais, pif paf, je me casse pas la tête et c'est gratuit. Ouais. Là, on a Clipchamp qui vient d'apparaître dans Windows 11. Je diminue tout de suite tes attentes. Mon expérience avec Clipchamp, il y a quelques mois, était c'est au niveau de l'exportation, beaucoup de limites, en tout cas que j'ai vu à ce moment-là. Bon. Et là, j'ai fait non, parce que quand tu montes, ça va bien, mais c'est conçu, je crois, pour l'exportation rapide vers les médias sociaux. On n'est pas encore conçu pour dommage. Du véritable. Bon. On veut pas faire du montage professionnel nécessairement, mais iMovie permet de faire du vrai montage. Clipchamp, c'était beaucoup limité. Mais écoute, je suis curieux, essaie-le, ça vaut la peine. Je vais l'essayer effectivement. Puis si jamais on n'est pas en ligne cette semaine en version vidéo, c'est parce que ça a pas marché. À suivre, n'est-ce pas? Il y a d'autres détails. Évidemment, je vous disais, c'est un écran de 12,4 pouces qui a un format quand même assez presque carré, là. Donc, il y a quand même pas mal on dit en bon anglais, de real estate, c'est-à-dire que la surface d'affichage est assez bonne. C'est un écran tactile. Ça, c'est un truc qui, pour moi, je reviens pas en arrière. T'as un écran tactile, là, sur un PC, là, c'est pas compliqué. Tu scrolles avec le pouce, tu peux avoir une souris, mais t'as pas besoin. Ça change un peu la donne là-dessus et c'est toujours agréable de l'avoir. Malheureusement, ça fait que pour le multitâche, comme c'est un petit moniteur, un 12 pouces, 2 fenêtres côte à côte, c'est un petit peu étroit. Faut s'habituer. Moi, j'ai un gros écran panoramique dans mon bureau, donc quand je reviens au portable, je suis un peu, je laisse un peu. Oui, parce que le format de l'écran est établissement un peu plus. Il est pas 16:9. Écoute, le ratio exact m'échappe, mais il est pas 16:9, c'est pas rectangulaire. C'est vraiment un peu plus carré. Ce qui fait qu'on peut voir du texte, on peut voir des belles pages, mais le côte à côte est un peu étroit forcément, là, parce que c'est un écran qui est pas 13 pouces, qui est pas 15 pouces. Et la connectivité, il y a un port USB-A, un port USB-C. Il me semble que j'en aurais pris un ou deux de plus. Je sais pas si ça coûte de l'argent. Il faut payer cher pour poser un deuxième port USB sur des ordinateurs, mais clairement, on se limite au minimum là-dessus. Et oui, USB-C, USB-A, on peut brancher un pont puis avoir un adaptateur pour avoir plusieurs connexions, mais en tout cas, on aurait pu, j'aurais pu faire avec au moins un deuxième port USB-C parce qu'on branche un moniteur externe par USB-C et pouf, on vient de perdre une connexion puis c'est un peu dommage, un peu limitatif, mais bon, il existe des adaptateurs. Mais c'est un autre gadget à acheter en plus. Donc, c'est un petit peu une limite. Et évidemment, le prix, quand même, 1 350 $ pour la version de cet ordinateur-là qui, à mon avis, vaut la peine. Je trouve ça un peu cher. Mais en même temps, c'est ça. Tous les PC sont chers. Ça fait quoi, 5-6 ans maintenant qu'on a oublié que l'objectif, c'était de produire les fameux PC à 100 $, à 200 $ qui étaient efficaces. Et là, on est revenu à 1 000 $. Ça a l'air que c'est rendu tout à fait normal de payer ça. Là, je suis comme... Je pense qu'à ce prix-là, t'as quelque chose qui est mieux fini à tous les niveaux. T'as un bon écran, t'as un disque dur rapide, t'as un bon clavier, t'as une belle finition. Pour 500 $, t'en as, mais en général, l'écran va être un tantinet moins joli. Le clavier va être un peu plus clac-clac. Ça va être plus gros. Que 2 livres pour ton laptop, c'est pas beaucoup. Tu vas avoir un ordinateur plus lourd, moins d'autonomie. Dans ce cas-là, tu as quelque chose, si c'est plus rapide, si c'est plus performant, si c'est plus d'autonomie, ben tu vas payer plus cher. L'écran, j'imagine qu'il est très beau. J'imagine que tu n'as pas de lumineux détaillé, il n'y a pas de problème. Lumineux détaillé, c'est ça. À 500 $, habituellement, c'est pas aussi net. Fait que on sacrifie c'est 1 000 $ pour l'intangible. Ben oui, voilà. Si tu veux quelque chose de plus avec des petits compromis un peu partout, c'est sûr que tu l'as à 500 $. Mais il est offert en 4 couleurs différentes, le boîtier, je pense. Donc aussi, il y a l'élément style, là, tu sais, parce qu'évidemment, on veut jouer un peu plus le haut de gamme avec la gamme Surface chez Microsoft que justement du Dell ou du HP, tu sais, d'entrée de gamme. Donc effectivement, puis c'est ce qui fait que ça coûte un petit peu plus cher nécessairement. Donc cet élément-là qui est un peu plus intangible, si vous tient à cœur, c'est important. Et t'as raison, parce que mon garçon, il y a un laptop HP on lui a acheté il y a 2 ans, et déjà la partie dans le coin en bas à gauche de son écran, tous les pixels sont morts. Donc on paye pas cher. On a quelque chose qui vaut pas cher. Il y a toujours ce problème-là. Pas des gros compromis. C'est comme une voiture de luxe versus une voiture de base. Encore une fois, c'était meilleur que moi pour comparer les modèles de voitures, mais un modèle d'entrée de gamme, en général, va avoir une finition, une autonomie, un confort. On va payer plus, le double, le triple, mais pour avoir des sièges plus confortables, pour avoir une climatisation, un moteur moins bruyant, une autonomie plus grande, et ainsi de suite.
Hey, on a-tu du fun? Écoute, puis je vais juste finir là-dessus, Pascal, parce que, et je vous l'ai dit tantôt, moi, ce qui m'a convaincu, parce que je suis un acheteur de plus rationnel dans ces choses-là, le mode veille et l'autonomie de cet appareil-là en font, à mon avis, un ordinateur personnel à considérer. Si vous êtes travailleur mobile et que vous prenez, par exemple, l'avion en classe économique, un ordinateur de 15 pouces, là, c'est impossible d'ouvrir ça dans un siège d'avion en 2023. Donc, lui est plus petit, 12 pouces, assez performant. Il y a du Wi-Fi dans l'avion, vous connectez, paf, ça vaut facilement 1000 $. Oui. Voilà. L'aspect poids, les gens se rendent pas compte. Beaucoup de gens avaient des gros écrans sur leur laptop, mais dès qu'ils ont, c'est pour rester à la maison, c'est pas de problème. Mais si vraiment tu te déplaces un peu, pour beaucoup de gens, je pense entre autres, c'est des petites femmes. C'est beaucoup de moins de poids, beaucoup plus facile à transporter. Écoute, considère-moi comme une petite femme parce que j'avais un gros laptop dans un sac de travail pendant plusieurs années et ça a fini par me faire un problème récurrent à l'épaule parce qu'on porte le sac en bandoulière. C'est ça. Et vous achetez un petit ordinateur avec un moniteur externe pour le bureau et quand vous êtes sur la route, vous avez le petit écran et au bureau, vous avez le gros moniteur et ça revient exactement au même, donc ça vaut la peine, effectivement. C'est une option à considérer. Ce sera tout pour cet appareil, le Surface Laptop Go 3. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est tout pour l'émission. En fait, on vient de clore et je suis content parce que j'ai clairement réussi à tout enregistrer ça malgré la panne de courant. Donc, merci à tout le monde. Félicitations aux gens d'Hydro-Québec qui ont rétabli le courant. Et merci aussi, évidemment, à nos commanditaires, Pascal, qu'on remercie à chaque fois, bien sûr. Plan Hub, TELUS et Jura qui sont avec nous. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue la balado partout au Québec et dans le monde entier. Merci à C23. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécana, on peut te lire un peu partout dans le Devoir. PascalForget.com de mon côté. Vous aussi me lire dans le Bel Âge. Faut que je le mentionne. Bon point. Et puis, je donne des formations sur Microsoft 365. Imaginez-vous donc. J'ai des questions. Comme Pascal a la réponse. Travail d'appoint. Formation sur... des choses sérieuses. Voilà. Merci Pascal. Merci à tous d'avoir à nouveau regardé ou écouté notre balado. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes balado. C'est toujours très important pour nous. C'est le fun pour vous. Et entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine ou on se réécoute la semaine prochaine à l'occasion d'une autre tasse de tech. Salut tout le monde. C'est 23.